Bonjour à tous et bienvenue pour cette première interview Sales by Tech. Aujourd'hui, nous allons parler technique de vente pour les entreprises B2B avec Toinon, le CEO de Wahapi. Donc, Wahapi, c'est une société qui développe des SaaS B2B pour favoriser la recherche de clients sur Internet et augmenter le chiffre d'affaires de leurs clients. Donc, à son actif Prospecting, outil d'automatisation de la prospection LinkedIn que l'on a déjà présenté dans une vidéo que vous retrouverez juste là. Normalement, elle apparaîtra sur YouTube. Mais aussi créateur de Podawa, donc c'est un pod. Pour vous expliquer très rapidement ce qu'est un pod, lorsque vous faites partie d'un pod, toutes les personnes faisant partie de ce groupe vont liker, voire commenter les publications du groupe de façon automatique, permettant d'augmenter la visibilité des posts. Et ton entreprise a également créé Piwa, une surcouche de la messagerie LinkedIn. Et l'ensemble s'appelle Wahapi. Donc, Wahapi est l'entreprise qui a créé tous ces outils. Vous êtes localisé à Montpellier. Est-ce que c'est encore le cas? Ouais. C'est ça, toujours, ouais. Ok. Et vous avez sorti récemment Walaxy sous forme d'une bêta-test payante. Donc, est-ce qu'on a le droit de dire le prix de la bêta-test? Bien sûr. Ok, bien donc sûr. c'était 100 euros l'accès. Exactement. Ok. Et donc, le nouvel outil intègre la création de campagnes de cold emailing en sus de la prospection LinkedIn. Et avec Walaxy, on va pouvoir donc créer des campagnes multicanales pour générer des prospects à partir de LinkedIn et via des emails. Mais aussi, et comme sur les list, vous proposerez des templates de call prospection. Donc, juste pour que tu aies juste une vue d'ensemble de ce qu'on fait chez Sales by Tech et que tu puisses identifier un petit peu notre audience, on est une agence en transformation digitale à destination des équipes de vente, sales et marketing, et on travaille essentiellement avec des PME francophones pour 95% des entreprises avec lesquelles on travaille. On partage les bonnes pratiques Sales Tech à notre audience tout en poussant nos partenaires dont vous faites partie. Et on est localisé dans plusieurs pays, donc la France, l'Espagne à Barcelone et en Israël à Tel Aviv. On compte une centaine de clients à notre actif en 1 an et demi. Et comme vous, on est une équipe super jeune, donc la moyenne d'âge de notre équipe, c'est 25 ans. Donc pour commencer, je peux te poser la question, ça fait quoi d'entreprendre quand on est aussi jeune, sachant que je pense que la majorité des interactions que tu as dans le business, ce sont avec des gens qui ont plus de 35 ans, 30 ans. Et quels sont les éléments différenciants de notre génération par rapport à nos aînés en France? C'est une grosse question. Moi, j'ai commencé à entreprendre déjà quand j'étais encore en études. Donc, il y a déjà un facteur supérieur à la jeunesse, c'est le fait d'être encore étudiant à un moment où tu n'as rien à perdre. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est pas facile d'entreprendre quand tu es en train d'étudier. Ça a un avantage majeur, c'est que tu n'as rien à perdre, que tu as tes parents qui te financent tes études. Quand tu as la chance, en tout cas, d'avoir des parents qui peuvent te financer tes études. Et donc, tu manges à la fin du mois et on va dire, tu n'as rien à perdre, tu n'as pas de gosse, tu n'as pas d'enfant dont tu dois t'occuper, tu n'as pas de crédit à rembourser, etc. Donc, tu as un peu tout ton temps pour aller explorer des sujets. Et au pire, ça ne marche pas, tu es toujours étudiant, tu n'as rien perdu. Donc, je pense que ce premier point d'entreprendre étudiant fait que tu n'as rien à perdre. Et ça, c'est un facteur qui devrait inciter plus d'étudiants à se lancer, même si il y a des travers après, c'est que tu travailles quand même beaucoup en plus des études. Et ensuite, pour répondre à la question plus largement sur l'avantage d'entreprendre aujourd'hui pour nous, les moins de 30 ans, on va dire, il y a pas mal de choses qui ont changé. Déjà, on a une aptitude à apprendre et à s'adapter au changement qui est largement supérieure. Déjà parce que par notre âge on n'est pas formaté, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore 30 ans d'expérience dans un métier où on a vu beaucoup de choses et du coup on est formaté, on a des convictions sur des sujets, etc. On est beaucoup plus malléable, donc ça va être beaucoup plus facile de s'adapter à des choses. Et une des qualités d'entrepreneur, c'est vraiment la partie adaptation, résilience. Et le deuxième point, c'est qu'on est beaucoup plus on est meilleur avec les outils digitaux et donc du coup on est bien meilleur à apprendre via toutes les ressources qui sont sur le web. Et donc, on est capable de s'auto-former. Pour donner un exemple, moi, j'ai un background d'école d'ingénieur, donc j'ai arrêté en cours, mais mon background, c'est développeur. Le métier où je suis le moins bon aujourd'hui, c'est développeur. Je veux dire, j'ai appris tout le reste tout seul et tu as assez de ressources et un écosystème assez fort pour te former à monter une boîte, à gérer l'aspect juridique, à apprendre le management, à gérer la partie sales, la partie marketing. Tout ça, ça s'apprend. Il y a tellement de ressources aujourd'hui.
Donc, un des gros avantages d'entreprendre jeune, c'est vraiment cette capacité d'adaptation et cette capacité à apprendre tout seul. Toi, je sais que tu as monté une première entreprise relative au camping, il me semble. Et je voulais savoir, tu as mis combien de temps à te rendre compte que ça ne fonctionnait pas et tu as mis combien de temps à te générer de l'argent via l'entreprise Wapi? Est-ce que ça s'est fait très rapidement au bout de 1, 2, 3 semaines? Et donc, tu as parlé aussi du moment où tes parents ils te finançaient tes études et que ça te permettait d'avoir le confort de créer une première activité. Par rapport au timing, tu étais où? Tu as commencé la première activité, donc camping. Sur quelques mois, tu as vu que ça ne fonctionnait pas. Et après, quand tu as commencé à switcher vers je dois payer mon loyer, etc., tu as commencé à dire, OK, je dois vraiment créer une entreprise qui génère des revenus assez rapidement. Est-ce que ça s'est fait comme ça ou pas du tout? Ça s'est fait assez comme ça. Il se trouve que, d'un point de vue juridique, c'est la même entreprise. Donc, en fait, on a pivoté avant de couler la boîte. Donc, on a gardé l'entité juridique. Donc, Wapi, en fait, c'est le nom du projet initial. C'est le nom du premier projet. Effectivement, on a commencé. L'histoire, c'est que j'étais avec un pote en études. C'était le début d'études d'ingénieur, c'était pas très concret ce qu'on faisait, très théorique, on apprenait les bases du développement web, etc. Moi, j'avais envie de mettre en pratique, donc je proposais à un pote de mettre en pratique sur un projet. Et je dis, tant qu'à faire, on va faire un projet qu'on va essayer de vendre. À ce moment-là, on est dans une optique très technique et très étudiante de on n'y connaît rien à la startup, on n'y connaît rien à la vente, c'est vraiment un domaine qu'on ne maîtrise pas du tout. Pour nous, c'est simple, on va développer un tool, on va le mettre sur le marché, le tool il va être trop bien, les gens ils vont acheter, ça va se faire tout seul, ça va être tranquille, et ensuite 100% des revenus ils vont revenir dans notre poche. C'est vraiment une vision ultra naïf de la startup. Bon, on se rend bien compte que c'est pas le cas. On gravite beaucoup dans l'écosystème startup. On fait à peu près, je pense, on a coché la checklist de toutes les erreurs qu'un jeune entrepreneur peut faire. On n'a pas parlé à nos clients, on a développé 1 milliard de fonctionnalités, on a paniqué dès qu'il y avait un nouveau concurrent sur le marché, on est allé chercher des fonds publics, on a fait des meetings, on a rencontré des grands comptes alors qu'on était incapable de les adresser, etc. On a fait vraiment tout ce que tu peux faire comme connerie. Et au bout on a mis du temps à s'en rendre compte en fait. Au bout de 2 ans quasiment à travailler sur ce projet-là, on avait monté la structure juridique, on commençait à cramer un peu de cash. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait 6 mois de cash devant nous, qu'on générait toujours 0 € de chiffre d'affaires, malgré le fait qu'on avait un produit qui commençait à faire quelque chose, on n'avait pas le produit market fit. Et dans le même temps, parmi toutes les erreurs qu'on a faites et les trucs unfocus qu'on a fait dans notre parcours, il y avait le fait de développer un petit tool d'automatisation pour aller prospecter des campings et des hôtels sur LinkedIn. Et en fait, en parlant à 2 startups dans l'écosystème dans lequel on était, pas mal de startups nous ont dit, mais attendez, moi ça m'intéresse de pouvoir prospecter sur LinkedIn avec votre outil, est-ce que vous le vendez? On s'est dit, bon, c'est intéressant, on va lancer une bêta gratuite, on va voir si ça prend. Et il se trouve que ça a plutôt bien pris, on a commencé à avoir de l'attraction. Et là, à un moment, on était 4, on s'est rendu compte que bon, on avait d'un côté un produit sur lequel on travaillait depuis 2 ans, il n'y avait personne qui l'utilisait, aucune traction. Certes, il était payant, mais bon, on ne générait pas de chiffre d'affaires avec. Et l'autre, c'était encore gratuit, c'était le début, il n'y avait que quelques features. Bon, on sentait bien qu'il y avait un truc qui se passait. Et de toute façon, c'est simple, on avait 6 mois de cash devant nous, donc on savait que si on ne faisait pas du chiffre d'affaires en 6 mois, on était mort. Et enfin, c'était vraiment un ultimatum, quoi. Donc, on a vraiment pris la décision d'un seul coup de pivoter. Et ça s'est fait dans une discussion entre associés en 10 minutes. On a dit, bon, de toute façon, on n'a pas le choix. On a pivoté, on a poussé le code de l'ancien produit en ligne en disant on y reviendra plus tard. Et en fait, on n'est jamais revenu. Et là, on a démarré. On a fait 2-3 mois de bêta sur Prospecting. Et au bout de 2-3 mois, on a lancé en version payante. Et là, on a eu une traction commerciale assez forte. Parce que dans les 6 premiers mois, on faisait quasiment on faisait entre 70 et 100% de croissance par mois. Donc, on doublait quasiment notre chiffre d'affaires tous les mois. Et au bout de 3 mois, on était déjà rentable. Donc, c'était vraiment fort comme traction. Et il y a vraiment eu cet aspect binaire, quoi. On a démarré, on a appris, on a fait toutes les conneries qu'ils peuvent faire. Et ensuite, on a pris un peu le contre-pied. En regardant lancer Prospecting, on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pas faire. On va faire tout l'opposé. On va arrêter de faire des démos à nos clients. On va arrêter de faire d'essayer de vendre des trucs à des grands comptes. On va faire un tool qui marche, qui correspond aux besoins. On va écouter nos retours utilisateurs sur Intercom et on va être hyper véloce dans l'exécution et on va essayer d'aller chercher le chiffre d'affaires le plus vite possible. Et ce pivot, il a vraiment transformé la manière aussi pour nous de voir ce que c'est d'entreprendre. Très clair. On va passer donc à un sujet un petit peu plus focus sales tech. Toi, comment tu vois l'évolution de LinkedIn dans le futur? Est-ce que tu as une idée de comment ça va évoluer ou pas du tout? Déjà, ça a pas mal évolué dans les derniers mois. Donc,
Il y a plusieurs manières de voir LinkedIn. C'est-à-dire que tu as la manière de voir le produit. Moi, je vois beaucoup le produit LinkedIn parce qu'on travaille beaucoup sur le produit LinkedIn, qui est un produit qui est assez catastrophique d'un point de vue technique. Qui est, pour une multi-billion-dollar compagnie, on a un produit qui est très buggé, qui est très instable, qui est très difficile à utiliser, qui est très moche. Enfin, on a vraiment plein d'aspects négatifs. Sur le produit, c'est difficile de savoir ce que LinkedIn ils vont faire. Dans l'usage, on a eu des gros changements déjà. C'est-à-dire que nous, quand on a commencé aussi, on a eu une forte traction parce que le marché de l'automatisation LinkedIn était en pleine croissance, quoi. Il était déjà très fort et on est arrivé sur ce marché, on a surfé sur la vague. Donc aujourd'hui, par exemple, ça n'a pas du tout le même niveau de sollicitation en prospection LinkedIn qu'il y a juste 2 ans, quoi. On a beaucoup plus de sollicitations. Pareil, on a beaucoup de gens qui publient, on a comme beaucoup plus de gens qui publient du contenu de qualité, donc l'utilisation de LinkedIn est en train de vraiment changer, de se démocratiser. Avant, c'était vraiment un outil de recrutement. Maintenant, beaucoup de gens ont compris que c'était un outil de sales aussi. Comment il va évoluer dans les années à venir, c'est super dur de savoir. Ce qui est sûr, c'est que puisque plus en plus de monde l'utilise en prospection, pour moi, un des grands axes, en parlant que de LinkedIn, un des grands axes, ça va vraiment être la stratégie outbound, inbound, c'est-à-dire aller contacter les personnes qui sont tes futurs clients et les nourrir de contenu à côté, et les deux sont plus dissociables, si tu veux. Tu peux plus juste faire une stratégie de contenu ou juste faire une stratégie d'outbound. Pour moi, c'est les deux qui se mélangent et qui ont cet effet positif de tu ajoutes des gens dans ton réseau qui sont des gens avec qui tu interagis, donc ils vont voir tes contenus, ils vont venir interagir avec tes contenus, tu vas renforcer cet effet. Et aujourd'hui, la stratégie la plus efficace, c'est déjà un peu une stratégie de cross-canal, ou en tout cas 2 points de touche différents qui sont d'aller prospecter vraiment en outbound et de créer du contenu qui a pour objectif de nourrir ta cible. Totalement d'accord avec toi, et ça me permet aussi d'engager sur la question d'après. J'ai l'impression, donc là, par rapport au nouvel outil, que vous avez davantage mis l'accent sur la prospection multicanal en rajoutant des features liées au cold emailing. Est-ce que c'est dans une volonté de concurrencer l'Emlist à très court terme, et qu'est-ce que tu considères comme étant les sujets intéressants vers lesquels il va falloir se pencher à l'avenir, sachant que j'ai l'impression, après n'hésite vraiment pas à me contredire, qu'il y a quand même une certaine saturation au niveau du contenu qui est proposé sur LinkedIn. On tourne assez en rond, et les outils de prospection automatisés aussi, il commence à y avoir beaucoup de concurrence sur ce marché-là. La première question, c'est effectivement pourquoi aller faire du multichannel, et est-ce que notre objectif c'est de concurrencer l'Emlist. Déjà, on raisonne assez peu en concurrence, c'est-à-dire qu'on est sur des marchés qui ont une telle croissance et qu'il y a une telle partie du marché qui n'est pas éduquée que même si on est concurrent direct en termes de produits, avant qu'il y ait vraiment un moment où la croissance de l'un affecte la croissance de l'autre, elle est très peu probable, et même probablement que c'est l'inverse, c'est que plus l'Emlist grossit, plus il démocratise ce type d'utilisation d'outils et des bonnes pratiques, et plus nous on en bénéficie, parce que plus il y a une part de marché éduquée, et inversement. Donc on ne se visualise pas comme ça en termes de concurrence sur le marché. Par contre, en termes de produits, clairement, eux, ils ont ajouté une brique LinkedIn, nous on a ajouté une brique cold email, et la volonté c'est la même, et du coup elle se situe vraiment au niveau de la tendance du marché, qui est de dire effectivement, le cold email tout seul, ça commence à être saturé. LinkedIn tout seul, ça commence à être saturé. Et donc, c'est un peu le jeu de toujours aller améliorer la prospection et trouver de nouvelles solutions. Effectivement, le cross-canal, au sens vraiment de cold email et LinkedIn, pour l'instant, on est encore dans cette étape-là. Je ne suis pas convaincu encore que d'aller faire du Twitter, du SMS, du courrier postal, ça soit vraiment le futur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la brique cold email et LinkedIn, elle doit être bien faite. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'outil qui sert aussi bien le cold email et LinkedIn. Et du coup, pour moi, ça, c'est un des gros axes de la prospection à 2021 et dans les 2 ans à venir. Le premier gros axe, ça va vraiment être cet aspect cross-canal. Donc, essayer d'avoir plusieurs points de touche avec ton client, le tout de manière automatisée et si possible, qui passe à l'échelle et qui soit bien faite, avec toujours une problématique pour nous, en tout cas en tant que boîte, de faire un produit qui démocratise ça. C'est-à-dire, faire du cold email, c'est pas simple. Faire de la prospection LinkedIn, c'est pas simple. Il y a beaucoup de complexité derrière. Et le but, c'est de faire des outils qui abstraient la complexité. C'est-à-dire que pour l'utilisateur final, il n'a pas besoin de se demander comment les messages sont envoyés, est-ce qu'il va dépasser des quotas, est-ce qu'il va finir en spam, etc. Donc, on essaie toujours, nous, de faire des produits qui prennent en compte ça pour que, justement, tes clients, des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils d'automatisation, qui ne sont pas des millennials, qui n'ont pas l'habitude, en fait, et qui ne sont pas super friendly avec ces outils-là,
d'être capable d'implémenter des techniques de prospection multicanal simplement. Donc ça, c'est le premier axe. Et ensuite, il y a un deuxième gros axe sur lequel on a envie de travailler et on pense que là, ça se joue beaucoup, c'est l'ultra-personnalisation. C'est-à-dire, justement, tout le monde commence à savoir qu'il y a des outils d'automatisation. Pour le cold email, ça fait longtemps que tout le monde est au courant. LinkedIn, ça commence quand même bien à savoir. Et donc, comment on fait pour avoir une approche qui paraît moins robotisée le plus possible, tout en, c'est possible étant robotisé parce que ça fait gagner un temps significatif pour la personne qui prospecte. Et donc là-dessus, Lemlist, c'est pareil, elle a fait une belle innovation d'aller proposer des images personnalisées. Nous, on travaille sur une techno pour aller faire du message audio personnalisé. Donc, dans l'idée d'aller personnaliser avec des variables et avec ta propre voix des messages audio pour essayer d'avoir des points de touche qui sont un peu différents, un peu plus humains. Et on est vraiment dans cette approche de comprendre la psychologie de l'utilisateur pour permettre à n'importe qui de prospecter de manière la plus personnalisée possible et tout en restant simple. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout partisan du message LinkedIn ou du cold email où il y a 17 variables différentes et tu as construit un message avec conditions. Et pour peu, il y a une variable qui n'était pas vraiment bien fournie sur le profil et tu te retrouves avec des messages qui ne veulent rien dire du tout. Donc on n'est pas trop dans cette optique-là, on est plutôt dans l'optique de faire des choses simples, mais des choses qui sont efficaces avec cette petite touche en plus. Pour rebondir très très rapidement sur ce que tu m'as dit, nous, la raison pour laquelle on a choisi le sujet Sales Tech, donc d'évangéliser un petit peu autour de ces sujets, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en étant passé notamment par SAP, qu'il y avait un manque de connaissances énorme des commerciaux et des utilisateurs SaaS sur les solutions Sales Tech qu'ils utilisaient ou les solutions à choisir notamment. Et j'ai vu que tu en parlais dans une interview de ce problème-là et que tu en as parlé aussi donc maintenant quand je t'ai posé la question. Et ce que je te propose là dans les questions qui vont suivre, c'est que tu nous aides un petit peu à comprendre comment utiliser au mieux les outils qui sont développés par Wahapi. Donc la question moi, que j'allais te poser, c'était l'hyper-personnalisation ou l'automatisation, ou les deux en même temps. Mais tu y as déjà un petit peu répondu. Est-ce que tu as des choses à ajouter vis-à-vis de ça? Est-ce que tu penses par exemple que ça peut être intéressant d'hyper-personnaliser et au tout début d'une activité de faire zéro automatisation pour pouvoir créer un vrai lien avec les gens et les comprendre, ou automatiser, créer de la masse et créer des campagnes plutôt masse pour essayer de voir s'il y a un intérêt sur 2, 3, 5, 10% des gens que tu contactes par rapport à la cible que tu imagines être la bonne? Justement, nous, en démocratisant la prospection LinkedIn, on s'est rendu compte qu'effectivement, on donnait accès à un outil d'automatisation à des gens qui n'auraient jamais dû y avoir accès, si tu veux. Et donc, on a 80% de nos utilisateurs qui font n'importe quoi avec, mais qui font littéralement n'importe quoi, qui ont toutes les mauvaises pratiques du monde en termes de prospection. Et on a ce vrai travail d'éducation. C'est super frustrant pour nous parce qu'on fait un outil et en fait, les gens pensent que c'est l'outil qui va résoudre le problème, alors qu'en fait, l'outil d'automatisation, il est juste là pour passer à l'échelle une méthode qui marche. Et si tu es sur des mauvaises bases, tu vas juste faire 10 fois plus moi je dis souvent, si tu fais de la merde sur 10 prospects par jour, si tu fais 100 prospects par jour, tu vas juste faire de la merde 100 fois plus, quoi. Donc l'outil doit pas être là pour pallier un marketing et une stratégie qui fonctionne pas, et il doit être là pour passer à l'échelle une méthode qui fonctionne. Et ça c'est quelque chose où il y a un vrai travail d'éducation, et c'est aussi là que vous intervenez, c'est d'être capable d'expliquer ça à l'utilisateur qui pense lui, j'ai un outil qui va tout résoudre. Non, c'est vraiment pas le cas. Ensuite, il y a plein de bonnes pratiques. Il y a dans la prospection, un des gros biais aussi, c'est que tout le monde pense qu'il y a un template de message, une technique qui révolutionne et qui fait que tu as des meilleurs taux. Et on va dire que tous ceux qui vendent du contenu ont tendance à essayer de mettre en avant le template qui va vous faire obtenir 99% d'ouverture sur vos cold email, etc. C'est faux, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de template qui marche tout le temps. Déjà, parce que si le template il marche tout le temps et que tout le monde l'utilise, quand tu contactes une personne, elle est souvent contactée 10 fois la même journée. Donc, si il y a un template qui marche super bien, il marche un peu, puis la personne, au bout d'un moment, elle a reçu 10 fois le même message tous les jours, et le message ne marche plus, en fait. Donc, un des sujets de base, c'est vraiment l'originalité, sans forcément faire des choses fantaisistes, c'est se distinguer déjà de ce que tu fais, et que ton message il soit clair et qu'il y ait cette notion d'originalité et d'authenticité. Donc ça, c'est un des premiers basiques quand tu vas aller prospecter, c'est de contacter la personne avec un message qui soit pertinent pour elle. Et en fait, on s'en fout que tu t'appelles Maurice et que tu vends tu vends du chlore pour piscine, si tu veux. Je veux dire, la principale erreur en prospection LinkedIn, c'est de dire « Salut, je m'appelle Maurice, je suis de la société Piscine & Co. Ça fait 27 ans qu'on vend du chlore pour piscine.
et je voudrais vous vendre du cloud prospecting. Je m'en fous que tu t'appelles Maurice, c'est quoi le problème que tu viens me résoudre en tant que prospect? Je te consacre 5 secondes à lire ton message, qu'est-ce que tu vas m'apporter comme valeur et qu'est-ce qui fait qu'on va aller à l'étape suivante? Ça, c'est un vrai problème, c'est que c'est un manque d'empathie en fait. C'est-à-dire que les gens qui construisent ces séquences, et principalement en faisant de l'automatisation, ils oublient qu'ils sont en train de contacter des humains derrière. Et le fait d'abstraire ça et de se dire, en fait, je contacte des centaines de personnes et ils oublient qu'il y a un humain derrière, ils ne se posent pas la question à une seule seconde il y a un humain qui va lire mon message. Est-ce que moi, je répondrais à ce propre message, quoi? Je me mets à la place de mon client, 2 minutes, est-ce que c'est pertinent pour moi? Et si je reçois 10 fois le même message par jour, qu'est-ce qui fait qu'à toi, je vais te répondre? Et moi, c'est un des autres trucs sur lesquels j'insiste, c'est toujours se dire, si tu fais la même chose que les autres, tu auras les mêmes résultats. Donc, pourquoi tu ne vas pas essayer quelque chose d'un peu différent? Tant pis, des fois, tu vas prendre des bâches, tu as des gens qui vont t'envoyer chier, mais quand ça va marcher, quoi. Et si tu envoies le même message que les autres, tu obtiens juste les mêmes résultats, c'est mathématique, quoi. Donc, il y a cette notion d'originalité et de tester des choses différentes, et il n'y a pas le template qui marche super bien. J'espère que nos sales chez nous vont vraiment écouter l'interview en entier parce que c'est vraiment qu'on la répète assez souvent. Je vais vraiment leur dire d'écouter très attentivement cette partie de l'interview. Donc, ton outil, il encourage la vente directe. Est-ce que ton produit, il encourage l'alignement des équipes sales et marketing? Ou est-ce que cette question, elle est totalement hors sujet, elle n'a pas lieu d'être par rapport à ton activité? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Déjà, il y a un vrai sujet en 2021, c'est est-ce que le sales et le marketing ils peuvent être distingués? Et de manière générale, est-ce que avec les frameworks, tous les frameworks growth, donc vraiment surtout le principal qui est utilisé qui est AARRR, je ne sais pas si tu vois le concept, mais du coup, juste pour récapituler, c'est la notion que ton client il passe par différentes étapes qui sont awareness, donc il entend parler de toi, acquisition, il vient sur ton site, activation, il fait une première action en faveur de ton produit ou de ton service, rétention, il revient sur ton service ou il réutilise, revenu, il paye, et referral, il parle de ton produit aux autres personnes. Ça, c'est un framework qui vient vachement changer la vision très séparée du sales et du marketing et même du produit. C'est qu'en fait, tout est mixé, tout est lié en fait. Et tu es obligé de penser de manière holistique et du coup, c'est très difficile de séparer les choses. Et aujourd'hui, tu ne peux pas dire dans une approche LinkedIn, mes sales, ils vont prospecter et les marketeurs, ils vont faire du contenu. Ça ne marche pas. Tu peux faire ça, mais tu vas avoir des résultats qui sont infiniment inférieurs à avoir une stratégie qui est plus uniforme. Donc, effectivement, c'est plus uniforme. Après, moi, pour ma part, je n'ai pas d'équipe sales donc, en interne, pas non plus d'une équipe marketing, donc c'est toujours difficile de donner des retours là-dessus. Et ensuite, nous, paradoxalement, l'utilisation de prospecting, elle n'est pas faite majoritairement par des équipes sales, si tu veux. Elle est faite par beaucoup de petites boîtes où le métier des gens n'est pas forcément d'être sales au début. C'est souvent les entrepreneurs, des stagiaires qui arrivent dans la boîte qui sont chargés de générer des leads, des biz-dev, effectivement des marketeurs. Donc en fait, ce que ça montre aussi, et ça répond à ta question, c'est qu'on a une part de nos clients à nous qui est très hétérogène. On n'est plus du tout c'est le sales qui prospecte. Il y a plein de briques de l'entreprise qui prospecte. Et en plus, particulièrement sur LinkedIn, où du coup, quand même, tu ne veux pas prospecter 1000 personnes par jour. Donc, tu as quand même des notions de quota un petit peu journalier et à ne pas dépasser pour ne pas faire du spam. Et donc, tu as des fois intérêt à aller solliciter les autres personnes de la team pour aller un peu prospecter aussi avec leur compte LinkedIn parce que le sales, à lui tout seul, il ne peut pas tout faire. Sans compter la prospection qui n'en est pas vraiment, mais par exemple le recrutement, la création de partenariats, qui n'est pas du sales pur, mais qui en soi peut être intéressant par rapport à ton outil aussi. Est-ce que toi, là, tu as en tête un use case pour des équipes sales de, par exemple, 20 personnes en B2B vis-à-vis de l'automatisation LinkedIn ou pas forcément? Ça dépend ce que tu appelles un use case c'est quoi? C'est une sorte de framework que tu voudrais, comment on implémente ce genre de stratégie pour une équipe de 20 personnes? Par exemple, paradoxalement, une grande hétérogénéité de nos clients, mais on a aussi beaucoup d'équipes sales qui utilisent le produit effectivement. C'est juste que c'est pas aussi binaire qu'on pourrait croire. Il y a juste un produit de sales. On a énormément de typologies de clients. Pour répondre vraiment à la question de comment on implémente prospecting, en fait, c'est pas la question de comment on implémente prospecting, c'est comment on implémente une stratégie pour une équipe de 20 sales de prospecter sur LinkedIn et d'utiliser LinkedIn comme un canal d'acquisition. Et prospecting, c'est une question une fois de plus qui vient dans un second temps. C'est l'outil qu'on va utiliser à terme pour mettre en place cette stratégie. Mais si la première question, c'est de se dire comment j'implémente prospecting, il y a déjà une erreur dans le raisonnement, puisque du coup, ça veut dire que c'est comment on va implémenter prospecting. On n'a pas du tout réfléchi en amont à tout ce que ça implique d'envoyer 20 sales prospecter sur LinkedIn. Donc le travail en amont, c'est déjà de se demander comment on va passer à l'échelle 20 sales sur LinkedIn. Peut-être que la première étape, c'est d'en mettre un qui va tester des choses de son côté, qui va tester des typologies de prospects, qui va sentir le truc, potentiellement les head of sales ou quelqu'un qui a un
un peu plus d'expérience sur le sujet, qui va aller débroussailler le chemin. Parce que si tu envoies tes 20 sales qui n'ont jamais fait du LinkedIn sur LinkedIn, ils vont tous se prendre des grosses bâches, ça va être assez violent. Okay. Donc, l'idée, ça va plutôt être de tester des techniques. Il y a une ou deux personnes qui montent en compétences, qui vont tester l'outil de leur côté, et quand elles vont commencer à avoir des bons résultats, là, elles vont pouvoir faire passer au reste de l'équipe sales, les faire monter en compétences sur les méthodos et ensuite sur les produits, sur les outils, s'il y a besoin d'outils pour le faire. Et une fois de plus, l'automatisation, elle ne s'applique pas à tous les cas d'usage, en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de cas d'usage. Si tu cibles des grands comptes, j'en sais rien, tu cibles les directeurs d'achat des grands comptes. Les grands comptes, il n'y en a pas 1 milliard, en fait, dans le monde. Donc, si tu veux, quand tu fais la prospection LinkedIn automatisée, on ne va pas se mentir, tes résultats par prospect, ils sont moins élevés que si tu fais la prospection manuelle, parce que manuellement, tu es capable d'une bien meilleure personnalisation, tu es capable d'une bien meilleure qualification de tes cibles. Donc, ce sujet de prospecter automatiquement, la question, elle doit se poser aussi, tu vois. Elle doit se poser à un moment. Est-ce que c'est pertinent pour notre business? Est-ce qu'on ne peut pas aussi... Peut-être, on a différentes typologies de clients, il y a des gens auxquels on ne veut pas se griller, on va aller faire une partie de la prospection qui est manuelle et une partie qui est automatisée sur une cible un peu moins qualifiée, qui sont des moins gros clients potentiels et on va séparer pour avoir le meilleur ROI possible et aller cibler d'un côté les gens qui nous rapportent beaucoup avec des gros tickets, on va les cibler manuellement de manière personnalisée et d'un autre côté, on va aller cibler des clients potentiels qui sont un peu moins gros et on va plus automatiser cette partie pour essayer de maximiser le ROI à chaque fois. Et c'est toujours une notion de retour sur investissement et pas qu'une notion de retour de revenus ou d'investissement. Il faut toujours prendre ce ratio, quoi. Ok, très très clair. On va passer à la suite donc, de l'interview concernant Wapi. Quelle est la suite de l'entreprise? Quelle est la suite des activités de l'entreprise? Est-ce que vous allez tout mettre sur Wallaxy, quitte à ce que Prospecting, ça devienne un outil qui soit amené à disparaître? Et la deuxième question que je vais avoir, c'est quelles sont les différences entre l'outil qui est en train d'être créé, qui est actuellement en bêta-test, avec l'outil Lemlist? Sur la première question, c'est une question à laquelle on n'a pas forcément répondu encore. Okay. Aujourd'hui, notre focus sur Wallaxy, c'est de délivrer un outil qui fait aussi bien de l'email du code email que du LinkedIn. Ça, c'est vraiment notre focus produit, c'est de dire on va faire un outil qui permet à n'importe qui super facilement de lancer des campagnes cross-canal, cold email, LinkedIn, avec la notion d'enrichissement qui est intégrée dans l'outil. C'est-à-dire qu'avec Wallaxy, tu pars toujours de LinkedIn. En tout cas, le principal use case, c'est de partir d'une LinkedIn, qui est la base de données la plus complète qui existe dans le monde en B2B, parce que tu as les niveaux de granularité de recherche qui sont les meilleurs. Et partir de ça et ensuite faire tes campagnes LinkedIn et ou email avec l'enrichissement intégré, donc ce qu'on appelle l'enrichissement, qui est d'aller récupérer des emails sur un outil tierce. Nous, en l'occurrence, on se greffe sur Dropcontact, qui aujourd'hui est l'outil le plus sérieux, qui est clairement devenu l'outil le plus sérieux du marché. Et ça, c'est vraiment notre focus sur ce produit-là. Et dans un second temps, on s'interroge, est-ce que Prospecting est amené à disparaître parce que en fait, tout le monde va se ruer vers le cross-canal? C'est quand même pas certain. Et il y a aussi beaucoup de gens qui utilisent Prospecting aujourd'hui parce que c'est très simple, parce que c'est efficace. Tu arrives, en 5 minutes, tu as lancé ta campagne de connect, tu n'as même pas besoin de notions de séquence, etc. Donc, ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre aujourd'hui de manière catégorique, tu vois. Okay. Évidemment, nous, d'un point de vue technique, d'un point de vue marque, etc., on va mettre l'accent sur Wallaxy, qui est le produit sur lequel vraiment on travaille et sur lequel on mise, sachant qu'on pourra toujours faire du LinkedIn simple sur Wallaxy. L'idée étant de favoriser ce produit-là. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore capable de dire si Prospecting va disparaître, en tout cas pas à court terme, et on va le laisser disponible et le maintenir le temps qu'il faudra. Ça, c'est vraiment sûr et certain. Ensuite, la deuxième question qui est est-ce qu'on fait un outil concurrent à Lemlist? Effectivement, c'est une question qui se pose. Oui, je pense que d'un point de vue produit, notre ambition, c'est d'aller faire du cold email aussi bien que Lemlist le font. Donc oui, on est vraiment sur cette logique. Aujourd'hui, pour être honnête, dans la bêta qui sort, on a encore un gros axe LinkedIn, on est encore très bon sur LinkedIn et encore pas très bon sur le cold email. Donc, on est vraiment en train de travailler techniquement sur cette brique du cold email. Et même d'un point de vue connaissance, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a fait très peu de cold email dans notre parcours entrepreneur. Et quand on crée des produits, on a besoin, nous, de les utiliser, de s'en imprégner et de comprendre vraiment comment l'utilisateur final il va s'en servir. Du coup, pour l'instant, on est en train d'explorer cette phase de cold email, de se former, de comprendre le sujet pour essayer de faire un outil qui, justement, comme Prospecting a correspondu à beaucoup de gens parce qu'il était assez simple à mettre en place et qui répondait à un vrai besoin, faire de Wallaxy l'outil qui répond aux besoins de faire du LinkedIn et du cold email. Donc, on est vraiment sur l'idée d'aller faire un outil similaire à
à Lemlist. Et comme aujourd'hui, Lemlist fait très bien du cold email, mais pas encore très bien du LinkedIn. C'est une brique qui a été ajoutée a posteriori et ils sont en train de bosser dessus pour la faire mieux. Donc, on est vraiment sur le même axe de travail en termes de produits. Mais une fois de plus, je suis pas du tout, je suis convaincu qu'il y a un marché qui est gigantesque. Et en plus, on est deux boîtes qui travaillent à l'international, donc je pense qu'on n'est pas prêt encore d'être en concurrence directe et de se piquer des parts de marché sur le produit une fois de plus. Ok, et à ce sujet-là, vous avez vraiment commencé sur le marché français. Vous n'avez pas ciblé en particulier un marché en priorité. Vous avez directement construit votre outil en anglais. Et lié à cette question-là, donc la question sous-jacente que je voulais te poser, c'est quelles sont les spécificités de vendre un outil sur le marché français? Est-ce qu'il y a des points positifs à commencer par ce marché-là? Est-ce qu'il y a des points négatifs à commencer par ce marché-là? Je te donne un exemple, par exemple le marché français, je sais que c'est un marché où il y a un gros problème de connaissance. Et tu vois, moi là, je suis localisé en Israël et j'ai eu l'occasion aussi de travailler aux États-Unis. Les gens n'ont pas forcément besoin qu'on leur explique comment on se sert des outils. Ils sont assez fouilleurs sur Internet, ce qui n'est pas forcément le cas. En tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas sur le marché français. Est-ce que tu as des choses à dire vis-à-vis de ça? Nous, on a commencé tout de suite à faire du français-anglais. Donc, on a tous nos contenus dès le J0, tout notre landing page, tout était en français-anglais. Donc, c'était évident pour nous qu'il fallait être en anglais parce qu'il fallait qu'on reste au reste du monde. Mais, donc, pour répondre, aujourd'hui, on fait à peu près 60% du chiffre d'affaires en France et 40% à l'étranger, tout pays cumulé. Donc, on a une majorité en France. Et on l'explique par plusieurs choses. Déjà, c'est beaucoup plus facile de vendre un produit quand c'est dans ta langue. Et la langue est un facteur limitant, surtout pour les gens qu'on cible. C'est-à-dire qu'une fois de plus, on cible pas majoritairement des startups de 25 ans. On a beaucoup de clients de PME et de gens qui sont dans des tranches d'âge plus élevées et qui du coup sont moins bons pour qui la barrière de la langue est une vraie barrière. Et donc avoir un outil et un support et du contenu en français, ça a été un facteur de développement très important et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est plus fort en France qu'à l'étranger. Parce qu'on a cette capacité à lever cette barrière de la langue et donc face à un outil, à outil équivalent, le français va nous choisir nous. Bon, des fois parce qu'il est patriote, mais surtout parce que c'est bien plus facile à utiliser et d'avoir un support en français, c'est hyper appréciable. Donc ça fait la différence. Donc même si dès le début on a fait d'abord de l'anglais-français, on a malheureusement pour nous, j'ai envie de dire, et en même temps heureusement, on n'a pas réussi à percer à l'étranger comme on aimerait aujourd'hui, et c'est ce sur quoi dans notre développement d'un point de vue produit et stratégique, on travaille beaucoup. Ensuite, les spécificités de vendre à la France, si on compare au marché US, c'est pas du tout le même marché. Sur du SaaS pur et dur, les Américains, ils arrivent, ils payent, ils n'ont pas du tout ils sont très peu regardants sur le prix. Ce qu'ils regardent, c'est le retour sur investissement, et le client français, il est incapable de faire une question de retour sur investissement. Ce qu'il regarde, c'est à la fin combien ça lui coûte. Et ça, c'est très frustrant quand tu vends un outil, parce qu'on vend un outil qui te permet des fois de faire des milliers d'euros de chiffre d'affaires en plus à la fin du mois, super simplement. Et le français, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que ça lui coûte 50 euros par mois. Et ça, c'est vraiment un truc frustrant quand tu vends un marché français. C'est ce truc de ça coûte 50 euros. Non, mais attendez, ça me coûte 50 euros. Oui, combien ça peut te rapporter? Non, mais moi, je m'en fous combien ça peut me rapporter. Combien ça me coûte? L'Américain, il raisonne pas du tout de la même manière dans sa consommation. Beaucoup plus volatile. Donc, s'il y a un outil meilleur sur le marché, il va churn, il va aller chez le concurrent. Alors que le français, s'il a trouvé un outil qui lui convient, il va être potentiellement beaucoup moins fouilleur, beaucoup moins dans la veille des produits. Et une fois qu'il l'a trouvé, il va beaucoup moins churn, il va être beaucoup plus fidèle au produit. Et ça va être très dur pour le français de changer de produit. Donc ça, c'est aussi un facteur significatif qui fait une différence à vendre au marché français versus le marché étranger. Et ensuite, sur le sujet plus spécifiquement alors moi je vais plus parler du growth marketing, ce que j'appelle le growth marketing, qui est pour moi d'un point de vue définition, on a le growth hacking qui est vraiment l'exploration de nouvelles techniques, de méthodes non conventionnelles qui ont pour objectif de générer la croissance forte avec le moindre coût. Et le growth marketing, c'est un peu la phase 2, c'est quand les outils de growth hacking se sont démocratisés et sont devenus toujours des outils peu coûteux avec des forts retours sur investissement, mais accessibles au plus grand nombre. Et nous, je pense qu'on se positionne sur ce marché du growth marketing. Et paradoxalement, en France, on est assez éduqué. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des marchés comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme les Pays-Bas, mais des marchés sur les pays limitrophes. Et en fait, on se rend compte que là-bas, l'éducation, il y a
il y a 2 ans de retard sur le sujet, quoi. Les Espagnols sont très, très mauvais à utiliser l'automatisation. Ils savent pas que ça existe, quoi. L'outbound sur LinkedIn, ils l'utilisent pas du tout, quoi. Donc, il y a une vraie différence de marché. Alors, je vais pas comparer la France aux US parce que c'est différent, mais sur d'autres marchés européens, la France, en termes de growth hacking, de growth marketing et de ce type d'outils et de pratiques, est un peu en avance. Et je pense… Pourquoi ? Parce que justement, on n'aime pas dépenser cher et que ces techniques-là, elles sont assez peu coûteuses. En Espagne, on va encore mettre des équipes de sales qui vont aller faire de la prospection téléphonique. On va avoir moins cette logique de coût, peut-être, hein, c'est une supposition. Alors qu'en France, vu qu'on est toujours à aller chercher les centimes, du coup, on va aller trouver des techniques qui permettent de dépenser significativement moins. Vous êtes localisé à Montpellier. Comment tu vois le développement économique de la province par rapport à Paris ? Est-ce que tu sens que les Parisiens, ils regardent un petit peu le reste de la France de haut d'un point de vue innovation, d'un point de vue SaaS, ou c'est pas forcément quelque chose que tu as eu l'occasion d'observer ? Moi aussi, je viens de province, donc ça va être assez intéressant de voir, toi, ton point de vue vis-à-vis de ça. Il y a 2 choses. La première, c'est que nous, dans notre business, on n'a pas besoin, on va dire, dans ce qu'on a fait, dans la manière dont on a développé la boîte, mais justement, c'est peut-être spécifique au fait qu'on soit en province, on interagit avec très peu d'entrepreneurs en direct, on ne prend pas de call, on ne prend pas de démo, on est vraiment focus sur notre produit et tout notre retour client passe par notre chat et c'est là qu'on a tous nos insights et du coup, on n'est pas du tout défocalisé à faire d'autres choses et à aller brasser du vent sur des trucs, mais d'un autre côté, on n'a pas de réseau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de levier pour aller parler à d'autres entrepreneurs, on n'a pas ce truc-là. Donc, on est un peu dans notre grotte, on a un peu cette sensation-là d'être dans notre grotte à Montpellier. Il n'y a pas beaucoup de startups, il y a un petit écosystème, mais on n'est pas encore dans l'équivalent parisien avec les events qu'il peut y avoir, avec les grands entrepreneurs qu'il peut y avoir. Et du coup, c'est un écosystème assez jeune. Donc ça, c'est un peu le premier point. Maintenant, le deuxième, c'est est-ce que vraiment ça nous affecte ou pas dans notre développement. Moi, j'ai pas été à Paris, donc j'ai pas la vision de ce qu'il y a à Paris. Je vois bien que les boîtes qui sont à Paris pour discuter, quand tu vois Lemis, quand tu vois Drop Contact, quand tu vois d'autres boîtes de notre écosystème qui sont à Paris, tu sens que cet écosystème est fort, c'est-à-dire qu'ils se connaissent tous, ils parlent tous les jours, donc ils ont des insights que nous, on n'a pas forcément. Mais nous, on va avoir par le marché qui sont des insights différents et on va avoir des stratégies différentes. Aujourd'hui, nous, ça ne nous pose pas de problème parce qu'on a une stratégie produit. Donc, on est vraiment concentré sur délivrer de la valeur avec le produit. Et donc, on n'a pas forcément besoin de tout le levier marketing que tu peux avoir en étant à Paris, qui est significativement, je pense, plus fort. Donc là, on voit actuellement une multitude d'outils sortir sur le marché. Quel est, selon toi, le futur du SaaS ? Est-ce que ça va être des plateformes rassemblant plusieurs SaaS par des connecteurs ensemble ou tu vois une évolution autre par rapport à ce marché ? Alors là, ce serait un peu prétentieux d'avancer une réponse parce que moi, ça fait pas longtemps que je suis dans le SaaS. J'ai pas une vision avec beaucoup de recul. Une fois de plus, on est un peu dans notre grotte, donc on est concentré sur ce que nous, on fait. Moi, ce que je vois d'un point de vue utilisateur, c'est que le SaaS, c'est quand même un marché il y a encore beaucoup de choses à explorer. Et surtout, l'évolution pour moi du SaaS, elle se passe vraiment sur l'expérience produit. Donc effectivement, la notion d'intégration, elle est fondamentale. C'est que les outils puissent communiquer entre eux, c'est une évidence. Ça, dans les années à venir, celui qui ne communique pas avec d'autres produits, il disparaît en fait. Nous, on le voit d'un point de vue demande utilisateur, c'est une vraie demande d'aller se connecter avec des CRM, d'aller se connecter avec d'autres outils, de faire les intégrations, ce qui est assez coûteux d'un point de vue technique à faire, mais c'est une vraie demande. Et en fait, tout se passe dans cette notion, pour moi, d'abstraire la complexité. Le SaaS, en tout cas dans notre écosystème, les SaaS qui vont percer dans les années à venir, c'est vraiment ceux qui font de l'abstraction de la complexité et de manière générale qui mettent en avant l'expérience utilisateur. Et si tu regardes d'un point de vue général, même en B2C, Amazon, Uber Eats, tout ce qui vraiment pousse la simplicité au maximum et l'expérience de tout est bon. Amazon, tu renvoies ton produit quand tu veux, même si tu allais passer 30 jours, tu envoies un message, c'est toujours, on est sur une notion de rétention, de faire en sorte que le client il soit satisfait sur du long terme et tu ne peux plus faire des SaaS où tu n'as pas de période d'essai, où il n'y a pas de support, où le truc n'est pas maintenu. Ça, c'est pas possible. En tout cas, ça a amené à disparaître. Je vois, pour naviguer un petit peu dans l'écosystème SEO en ce moment, je suis allé voir un tool qui s'appelle SEO Observer, qui est une référence dans le domaine du SEO. Tu n'as pas de période d'essai, tu arrives, tu t'inscris, boum, tu es sur une page avec une pop-up comme ça qui te dit payer. Tu ne sais pas ce que l'outil fait, l'outil est moche, l'onboarding n'est pas travaillé. Juste ça ne peut plus exister. Ça va disparaître parce qu'il va y avoir des concurrents qui vont venir. Et aujourd'hui, sur le marché équivalent,
un outil qui est plus simple d'utilisation, c'est un avantage concurrentiel, c'est un vrai avantage concurrentiel. Sur produit équivalent avec feature équivalente, celui qui est le plus simple à utiliser et qui a le meilleur support client, il gagne, enfin il rafle le marché, quoi. Merci beaucoup, à plus, merci beaucoup Toinon, c'était génial. Merci à toi. Merci.